Bonjour à tous, c'est reparti pour une nouvelle semaine à distance en histoire-géographie. Alors, cette semaine, semaine complète, 2 séances, sur, les Français et le vote de 1814 à 1870 et puis, une séance d'approfondissement avec un QCM de révision. Alors les QCM de révision sont dans le travail à faire. Les QCM bilan apparaissent sous forme de e-devoir tout en haut de votre page d'accueil, d'accord? Ce QCM bilan, il aura lieu la semaine prochaine. Donc faites bien le QCM de révision parce qu'il va bien vous préparer au QCM bilan, d'accord? Et je vous promets, que le QCM bilan, sera, un peu plus simple si vous faites le QCM de révision. Je pense que vous serez bien préparé au QCM bilan. Voilà, je pense que j'ai été bien claire. Alors, aujourd'hui, donc, cette semaine, 2 séances. Je vais faire une seule vidéo pour les 2 séances, parce que, la séance 5 découle de la séance 4. Puisque la séance 5, il va falloir que vous rédigiez un développement construit. Alors avec une intro dans les règles de l'art, différents paragraphes, des arguments structurés, etc. Et ce développement construit, il va s'appuyer sur l'étude des documents, pages 134-135. Cette semaine, on travaille sur le Second Empire, hein. Comment est-ce qu'on a voté sous le Second Empire? Donc vous vous souvenez, hein, je vous ai expliqué que Louis-Napoléon Bonaparte, donc, qui est le premier président de la Deuxième République et le seul, puisque au bout d'un moment, il prend le pouvoir, il proclame le Second Empire et il reste au pouvoir jusqu'en 1870. Mais pendant toute cette période, le suffrage universel masculin est maintenu. Mais on va voir comment lui, il l'utilise pour faire en sorte de rester au pouvoir, justement. Donc voilà pour le travail de cette semaine. La rédaction, du, paragraphe est facultative. Vous avez quand même la possibilité de la rendre sur Pronote. Hem, je vous encourage vraiment à rendre, c'est important, parce que, il faut vous vous entraîner, à rédiger, hein. Je ne peux pas en fait, je le rends facultatif parce que je ne peux pas corriger autant de copies d'un seul coup sur mon ordinateur pendant la semaine maintenant, avec l'enseignement qui a repris au collège, hein. Donc je suis obligée d'adapter un petit peu, mais j'espère, d'abord vous retrouver au collège, vraiment sincèrement, ce serait quand même beaucoup plus simple. Et puis, surtout, j'espère que j'arriverai à mieux m'organiser ensuite pour, récupérer quand même, tout un tas de copies en même temps. Voilà, donc j'arrête, de discuter, sur, l'organisation et puis on passe, au livre. Donc vous prenez votre bouquin, page 134-135, c'est parti. Non, c'est pas ça. Ah! Non, je veux pas recommencer. Voilà. Alors, une petite, chronologie s'impose. Ici, hein, donc, petit rappel, décembre 1848, donc Louis-Napoléon Bonaparte est élu président de la République. En décembre 1851, il attend même pas en fait, la fin des 4 ans, de son mandat. Il fait un coup d'État pour se maintenir au pouvoir et il organise un plébiscite pour que les gens approuvent ce coup d'État. Le plébiscite, donc vous avez la définition juste à côté, c'est bien fait quand même, hein. C'est la consultation directe du peuple, donc au suffrage universel, auquel on demande de répondre par oui ou non à une question. Donc je vous ai déjà parlé de ça. Aujourd'hui, ça existe toujours et ça s'appelle un référendum. Une fois qu'il a fait son coup d'État, en janvier 1852, il continue de dire que c'est la République, hein. Il y a une nouvelle constitution de la République, on va la regarder, on va voir des extraits là tout de suite après, c'est le document 1. Sauf que vous voyez, pratiquement un an après, en décembre 1852, il proclame l'Empire, après un nouveau plébiscite. Et à ce moment-là, il prend le nom de Napoléon III. Alors, on regarde cette constitution, euh, cette nouvelle constitution de la République. Article 2, le gouvernement de la République française est confié pour 10 ans au prince, alors d'un seul coup il s'appelle prince, hein, il s'appelle plus président, hein, Louis-Napoléon Bonaparte, président actuel de la République. Donc là, cette fois-ci, son mandat est de 10 ans. Bon bah, il voulait rester au pouvoir, il s'est assuré qu'il restait au pouvoir pour un moment, hein. Article 4, la puissance législative. Alors c'est le pouvoir de faire les lois, nous on appelle ça le pouvoir législatif aujourd'hui, s'exerce collectivement par le président de la République, le Sénat et le corps législatif. Ah ben, dites donc,
Alors, il gouverne, donc ça veut dire qu'il a le pouvoir exécutif, et il a aussi le pouvoir législatif. Bon, et ben Montesquieu se retourne dans sa tombe hein, parce que les pouvoirs sont pas trop séparés. On continue. Article 20. Le Sénat se compose, petit 1, des cardinaux, ah bah ça c'est des religieux, ouh là là, des maréchaux, donc ça c'est des militaires, des amiraux, bah ça c'est des militaires aussi, et ce sont aussi des hommes, enfin tout ça sont des, enfin des amiraux c'est des militaires de la marine. Donc on vous explique dans votre livre que tout ça sont des hommes d'église et des militaires de haut rang. Des citoyens que le président de la République juge convenable d'élever à la dignité de sénateur. Donc, on a bien vu, hein, vous êtes d'accord avec moi, le Sénat, bah, personne n'est élu. Hein, ce sont des hommes d'église, des militaires et des citoyens nommés par le président de la République, parmi ceux qu'il juge convenable hein, d'élever à la dignité de sénateur. Bon, on est de moins en moins dans un système démocratique. Article 21. Les sénateurs sont inamovibles. Alors ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être remplacés. Et ils sont nommés à vie. Ah bah comme ça, on est content parce que au moins ça change pas trop. On n'est pas obligé de s'habituer à des nouvelles personnes. Allez, on continue. Article 32. Sera soumise au suffrage universel toute modification aux bases fondamentales de la Constitution, telles qu'elles ont été adoptées par le peuple français. Bon alors quand même, le peuple peut s'exprimer par suffrage universel sur cette Constitution. Article 36. Les députés sont élus par le suffrage universel pour 6 ans. Et donc là, vous voyez qu'il y a un savant mélange en fait, hein, un mélange entre des acquis révolutionnaires quand même, hein, où on a un suffrage universel qui peut s'exprimer, hein, les députés sont élus, etc., mais une reprise en main certaine de la part du président de la République, dont on sent qu'il veut avoir un pouvoir plus important. Alors, ce suffrage universel, voyons à quoi il ressemble. Alors c'est là que on va mieux comprendre. Alors cette lettre est très célèbre, elle traîne dans tous les manuels, mais elle est parfois tronquée. Alors vous voyez, c'est le cas ici, hein, donc là vous avez des coupures, mais heureusement j'ai trouvé une autre version numérique où il y a des extraits qui ont été coupés, donc vous allez avoir d'autres extraits de cette lettre. Alors, cette lettre a été écrite par le sous-préfet de Fougères, au maire de son arrondissement, en 1859. Donc on est en plein Second Empire. Et le sous-préfet écrit au maire parce qu'il y a des élections qui sont organisées au suffrage universel, des élections législatives. Donc c'est l'élection des députés. Et donc le sous-préfet donne des consignes. Donc le sous-préfet, lui, il est nommé par, par l'empereur. Hein, c'est l'administration impériale. Alors c'est parti. Monsieur le maire. Le scrutin ouvre demain. Ça veut dire que les élections commencent demain. 3 candidats sont en présence. Monsieur de Dalmas, secrétaire sous-chef du cabinet de l'empereur, candidat du gouvernement. Donc c'est le candidat qu'on appelle officiel. Monsieur le Bézelme de Champsavin, Monsieur Dréau, gendre de Garnier-Pagès, fondateur de la République de 1848. Bon, évidemment, Napoléon III est devenu très hostile aux républicains, puisque lui, il a tordu le cou à la République pour proclamer le Second Empire. Donc vous voyez tout de suite que Monsieur Dréau, qui est un républicain, ne va pas forcément être en odeur de sainteté pour l'administration impériale. On continue. Monsieur de Dalmas représente le principe du dévouement au gouvernement, à l'autorité, à l'ordre, et peut seul, par sa position, favoriser le développement des nombreux intérêts de l'arrondissement. Monsieur Dréau représente la République, le socialisme, la misère. Eh bien, dites donc, le sous-préfet de Fougères, il est en train quand même de descendre en flèche un des candidats et d'en favoriser un autre. Il continue. Faites voter en masse Monsieur le maire pour Monsieur de Dalmas, candidat du gouvernement. Et par votre conduite éclairée et patriotique, vous servirez à la fois le gouvernement de l'empereur et l'intérêt général du pays. Bah dites donc, le sous-préfet de Fougères est en train de demander au maire de truquer les élections,
ou en tout cas de manipuler ses électeurs pour que le candidat officiel soit élu. Alors vous allez me dire, vous êtes là, le suspense est à son comble, vous êtes devant vos écrans, vous vous dites mais comment est-ce qu'il peut s'y prendre? Bah regardez, l'autre, alors c'est l'extrait de la lettre là que j'ai récupéré ailleurs, c'est la même, hein, elle est coupée différemment. Il donne des instructions. Monsieur le maire, le scrutin s'ouvre demain. J'ai l'honneur de vous rappeler que vous devez l'ouvrir immédiatement après la première messe, que vous avez sur le bureau un certain nombre de bulletins portant le nom de Monsieur de Dalmas et pas d'autres. Bah oui, alors là, bah c'est sûr que ça va être difficile de voter Dréau, vu que de toute façon, il n'y aura que des bulletins Dalmas. Qu'il est important que des personnes intelligentes et sûres, munies de bulletins portant le nom de Dalmas, occupent les abords de la mairie et protègent les électeurs si bien intentionnés de votre commune contre l'erreur et le mensonge. Ah, vous imaginez la scène, hein. Donc les personnes intelligentes et sûres. Oh, ça va être les gens, la bourgeoisie locale, hein, le médecin, l'agriculteur propriétaire du coin, et voilà. Et alors eux, donc ils doivent avoir des bulletins portant le nom de Dalmas aux abords de la mairie. Alors en gros, ils sont là avec leurs bulletins. Bon bah là, vous pouvez pas me voir, hein, mais moi je fais les gestes hein, devant ma vidéo, hein, c'est assez pathétique. Genre, ils s'éventent avec, ils les montrent, voilà. Et comme ça, les électeurs qui arrivent au bureau de vote, ils voient les gens influents de la commune avec des bulletins comme ça. Et donc, bah, ils se disent, ils sont influençables, hein, forcément, apparemment, ils ne savent pas réfléchir, hein. Donc, c'est très méprisant en plus, hein, ça, hein. Et ils disent, oh bah tiens, je savais pas pour qui voter. Bah, vu que mon médecin, il va voter de Dalmas, oh bah, et moi aussi, je vais voter de Dalmas. Bon, mais alors, c'est grave ça quand même, hein. Parce que qui va voter pour Monsieur Dréau, là, le républicain, qui défend, lui, un suffrage universel complet, et puis qui, en tant que socialiste, va défendre les conditions de vie des ouvriers. Ben, ce sont les ouvriers qui vont voter pour lui. Regardez la date, on est en 1859. À cette époque-là, l'école n'est pas obligatoire, hein. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ouvriers qui ne savent pas lire. Donc s'il n'y a pas de bulletin de Dréau, eh ben, ils ne peuvent pas voter Dréau, parce qu'ils ne savent pas écrire Dréau sur un bulletin. Donc voilà comment le Second Empire a manipulé les élections pendant tout le temps qu'il a duré, hein, pour finalement avoir des députés qui soient constamment d'accord avec sa politique. Donc là, bon, on peut en rire, hein, mais il ne faut pas mépriser nos ancêtres là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui essayaient de voter contre le candidat officiel, mais les forces en présence étaient très importantes et c'était compliqué, donc le suffrage universel était faussé. Alors, il y a bien des gens qui s'en sont rendus compte, hein. Regardez la caricature de Daumier. On a déjà vu Daumier, hein. Vous vous souvenez, c'est celui qui représentait le visage de Louis-Philippe sous forme d'une poire. Alors, euh, ce document vous montre l'usage du plébiscite sous le Second Empire. Les caricaturistes, là, Daumier, dénoncent la pression et l'ignorance aussi des électeurs. Alors, vous avez deux électeurs ici, hein, vous voyez, ce sont des paysans, hein, ils portent des sabots aux pieds, et puis là, vous avez le maire. Alors, Daumier représente toujours la bourgeoisie de la même façon, hein, avec des gens très corpulents, un chapeau de forme, et voilà le dialogue dessous. Les paysans ici disent au maire: ah, monsieur le maire, quoi donc c'est qu'un bibicite? Alors, ils ne savent pas dire plébiscite, parce qu'ils ne comprennent pas le mot, hein, donc ils disent bibicite. Que répond le maire? Il dit c'est un mot latin qui veut dire oui. Et donc, en gros, il manipule ses électeurs. Alors, c'est une caricature, là, hein. C'est une caricature qui dénonce l'emprise des gens puissants sur les électeurs pour les faire voter comme ils veulent, hein. Donc voilà. Et puis le dernier document là de cette semaine, c'est le document 4. Alors, c'est un document qui est plus tardif, lui, hein. Vous voyez la date, 16 mai 1870, un texte de Bernard Lavigne, qui est extrait d'un livre qui s'appelle L'Émancipation. Alors, Bernard Lavigne est favorable à l'éducation, lui. C'est un républicain.
et il défend l'éducation pour former les citoyens. Donc voilà ce texte, je vous le lis. Que dans chaque village, un républicain à l'abri du besoin et indépendant par position se fasse l'éducateur de tous ses voisins et qu'il fasse envoyer, suivant sa fortune, 2 ou 3 journaux au café de la localité, afin que les paysans prennent peu à peu l'habitude de la lecture et de la discussion. Que chacun apprenne à connaître la République, et alors chacun aussi l'aimera. Éclairer et combattre, tel est le devoir de la démocratie moderne. Il ne faut pas seulement qu'elle soit militante, il faut encore qu'elle se fasse enseignante. Bon, bah vous imaginez bien que moi ce texte, il me touche beaucoup, hein. D'abord parce que aujourd'hui nous sommes dans une vraie république, hein, une république dans laquelle justement on- on essaye de prendre les gens au sérieux. Alors pas toujours, hein, je suis d'accord, j'entends, là, je vous entends derrière vos écrans dire «Ah madame, peut-être pas trop, des fois, oui, oui, oui». Mais en tout cas, on tend vers, hein. C'est quelque chose qu'on se fixe comme objectif en permanence. Et là, le texte de Bernard Lavigne, il vous montre bien ça, hein. Il vous montre en fait l'embryon de ce qu'on appelle aujourd'hui aussi l'éducation populaire. C'est-à-dire que l'éducation, elle peut se faire à tout moment de la vie. Oui, à l'école, bien sûr, mais quand on est grand aussi, hein, on peut continuer d'apprendre, hein. On apprend tous, tout le temps, hein. Si vous en parlez avec les adultes qui vous entourent, ils vont vous confirmer ça, hein, que on apprend à tout âge. Et donc là, c'est ce que dit Bernard Lavigne. Il dit, bah, il faut qu'on favorise la lecture, par exemple. Il faut qu'on favorise la discussion. Et de la discussion naît un avis, une opinion publique qui va être d'autant plus ferme et assurée qu'elle aura été construite à plusieurs. Donc voilà. Je termine là-dessus par les questions donc, auxquelles vous devez répondre aujourd'hui. Donc, on ne fait pas de phrase de robot et on s'entraîne à rédiger de la manière la plus détaillée possible. Donc, à quelles occasions le suffrage universel est-il utilisé? Donc, vous allez dire à quelles occasions en donnant les définitions, hein, parce que bah, là, au fur et à mesure, hein, si vous devez par exemple utiliser le mot plébiscite, bah, n'hésitez pas à le définir. Ensuite, la deuxième question, donc les candidats à l'élection sont-ils traités à égalité? Bon, alors déjà, vous pensez même pas à répondre par oui ou par non à cette question, hein, ni à écrire oui ou non. Donc, vous écrivez tout de suite la réponse et surtout, vous expliquez pourquoi, hein, ça veut dire, et vous ne recopiez pas le texte. Ben oui, mais c'est pas parce qu'on fait de l'enseignement à distance que j'arrête d'être pénible, hein, donc vous faites attention à ça. Ensuite, la question 3. Comment Daumier dénonce-t-il les pressions sur les électeurs au plébiscite? Alors prenez bien le temps de réfléchir là, hein, parce que souvent, quand on a une image à commenter, on a tendance à vouloir rédiger vite, hein, mais alors comment Daumier dénonce-t-il? Ça veut dire de quelle manière, par le dialogue ou par le dessin, hein, il va dénoncer les pressions sur les électeurs au plébiscite. Donc là, il faut bien que vous commentiez à la fois le dessin et le dialogue, d'accord? Et puis la question 4, pourquoi l'éducation est-elle indispensable au bon fonctionnement du suffrage universel? Alors là, clairement, le danger, c'est de recopier le texte, d'accord? Donc il faut que vous fassiez attention à ne pas recopier les documents ici, que vous expliquiez avec vos mots à vous. Voilà. Euh, je vous ai demandé de recopier sur la page de droite le texte, le petit c, ici. Donc le Second Empire, le suffrage universel au service de l'empereur, vous le transformez en petit 3. Donc on a d'abord un coup d'État approuvé par le suffrage universel le 2 décembre 1851. Louis-Napoléon Bonaparte, qui veut rester au pouvoir au-delà de son mandat, fait un coup d'État en s'emparant de tous les pouvoirs. Le 21 décembre 1851, il utilise le suffrage universel pour faire approuver le coup d'État en organisant un plébiscite. En 1852, les Français approuvent, donc par un nouveau plébiscite, le passage à l'Empire. Louis-Napoléon Bonaparte devient empereur sous le nom de Napoléon III. Donc le suffrage universel maintenant. Sous l'Empire, les élections législatives ne se déroulent pas de manière impartiale. Napoléon III sélectionne et favorise des candidatures officielles et dissuade les autres candidats. Les libertés sont limitées.
Donc l'opposition est difficile. À partir de 1867, les adversaires républicains progressent, mais en 1870, Napoléon III organise un nouveau plébiscite pour obtenir le soutien des Français à son régime. Ses opposants appellent à voter non, mais le oui l'emporte très largement. Alors, vous comprenez peut-être pas pourquoi. Le oui l'emporte largement. C'est pas parce que vos ancêtres euh, sont plus faciles à berner que vous, absolument pas. Je vous l'ai déjà dit ça, il ne faut pas juger nos ancêtres comme étant moins aptes à réfléchir que nous, alors c'est pas du tout le cas. Mais il faut que vous remettiez ça dans le contexte aussi de la modernisation due à la révolution industrielle. Napoléon III, il a certes manipulé les élections. Il a mis en place un régime qui est assez autoritaire, mais il a surtout mis en place un régime qui est stable. Et les Français lui sont reconnaissants de cette stabilité. Et puis, il a aussi modernisé la société française, il a modernisé, il a accompagné la révolution industrielle. Donc sous l'Empire, sous le Second Empire, les villes se sont modernisées, par exemple. La ville de Paris a été complètement changée. Des nouveaux bâtiments ont été construits. Il y a eu des progrès au niveau sanitaire, des progrès au niveau médicaux. Les gens vivaient plus longtemps. Donc c'est aussi la raison pour laquelle les Français ont approuvé largement le régime de Napoléon III. Voilà, c'était la petite précision que je voulais vous apporter. N'hésitez pas à me poser des questions, je suis toujours contente de répondre à vos questions. C'est vrai que là je suis davantage au collège, donc je mets un peu plus de temps à vous répondre, mais je vous réponds toujours avec un grand plaisir. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.